Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo, Brazzaville. Le paradoxe congolais. C'est comme ça qu'on peut bien poser le problème. Dans un pays réputé très riche en ressources naturelles, avec des chiffres mirobolants, surtout lorsque le pétrole coule à flot, et puis, de l'autre côté, une population qui ne ressent vraiment pas les effets de cette richesse. La question mérite d'être posée, surtout que le Congo, au vu ou alors tenant compte des statistiques de la Banque mondiale, représente en termes de produit intérieur brut 15 milliards de dollars. Si vous voulez, je vais essayer de simplifier. Le produit intérieur brut, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des richesses qui sont produites par tous les acteurs économiques, nationaux comme étrangers, qui résident dans notre pays. Et d'ailleurs, s'il faut donc tenir compte du fait que le Congo compte une population d'un peu plus de 6 milliards, eh bien, nous sommes à 2482 dollars en termes de produit intérieur brut par habitant. Ce qui fait quand même du Congo un pays classé comme pays à revenu intermédiaire par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ça, c'est au niveau des chiffres. Je vous donne encore d'autres chiffres qui donnent l'impression que oui, au Congo, les choses vont quand même dans le bon sens. Mais vous allez certainement le démentir tout à l'heure avec cette analyse que je vais faire. Le taux de chômage global au Congo en 2024 se situe à 19,6% contre 21,9% en 2021. Et le taux de chômage des jeunes est de 39,9% en 2021, en 2024, contre, s'il vous plaît, 44,5% en 2021. Soit donc, comme vous pouvez le constater, une diminution de 2%. Ça, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Mais pourtant, dans la réalité, on vit autre chose. On voit des populations de plus en plus pauvres. C'est pourquoi ces chiffres ou ces statistiques de la Banque mondiale, pour moi, peuvent être biaisés. Biaisés dans la mesure où nous vivons au quotidien la réalité des choses. Il est difficile aujourd'hui de sortir à Brazzaville comme à Pointe-Noire avec un billet de 5 000 ou de 10 000 francs CFA et revenir avec cet argent. À moins d'avoir la pierre à la place du cœur, on sera obligé de soutenir un indigent qui vous présente une ordonnance parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'a pas d'argent. On sera obligé d'aider un ancien camarade de classe que vous rencontrez et seulement lorsque vous échangez avec lui, vous comprenez qu'il est en difficulté. Ou alors c'est un parent. Bref, la demande sociale est de plus en plus forte. Même les autorités qui sont donc gouvernants le savent. Mais nous encore, on le vit chaque jour. Et c'est pourquoi j'ai essayé de poser ce problème. Comment se fait-il donc qu'un pays riche, avec des indicateurs qui donnent l'impression que effectivement il y a une diminution de taux de chômage, que bon, nous avons un produit intérieur brut par habitant qui est au-delà de 2400 dollars, n'est-ce pas, US, et que bon, nous avons des richesses assez importantes, mais de l'autre côté, vous avez des populations qui vivent difficilement. Alors, bien difficilement, je ne suis même pas sûr que ce soit franchement ce que les projections ou alors les prévisions ou les statistiques de la Banque mondiale nous disent. Par exemple, que le taux de pauvreté en 2024 est de 46,5% contre 46,6% en 2023. Vous voyez un peu comment est-ce que parfois les statistiques peuvent, sur le plan formel, donner une information pour moi biaisée qui est le contraire de ce que nous vivons.
La question mérite d'être posée parce que je vais vous montrer ou vous prouver par cette analyse que les Congolais sont totalement ou alors se sont auto-exclus des sous-secteurs générateurs de revenus. L'économie entière du Congo est structurée de cette manière. Vous avez, pendant la période d'embellie financière, c'est-à-dire lorsque le pétrole coule à flot, l'État a des moyens pour payer ses fonctionnaires. Lequel État, il faut le reconnaître, est le plus grand employeur. Comme l'État est le plus grand employeur, cela voudrait dire que l'État est également celui qui détient le plus grand nombre de retraités. Et donc, lorsque l'État se trouve dans des dispositions financières tout à fait favorables, l'État paye ses fonctionnaires, l'État paye ses pensionnés de la caisse de retraite des fonctionnaires, l'État paye les bourses, et cet argent qui circule, ça peut donner l'impression d'une vie qui est heureuse. Mais non, nous allons faire cette analyse pour que les gens comprennent que l'argent que l'État paye à ses fonctionnaires et à des Congolais qui sont justement grugés à la mamelle nourricière de l'État à travers, n'est-ce pas, la commande publique, cet argent est tout de suite absorbé ou happé par les sous-secteurs que les Congolais ne maîtrisent pas ou alors ont accepté de s'auto-exclure. Ces sous-secteurs sont justement gérés par des étrangers. Et je tiens à rappeler à toute fin utile qu'il ne s'agit vraiment pas ici de faire un procès ou une réquisition à des Africains ou des étrangers qui ont accepté de venir contribuer à l'essor de notre produit intérieur brut, donc à la création de richesses dans notre pays, parce que selon les lois de l'OMC, un étranger a toute l'attitude de s'installer là où bon lui semble pour y faire des affaires, tout comme un Congolais a le droit d'aller s'installer dans n'importe quel pays au monde pour y faire des affaires. Mais seulement dans le contexte congolais, ça pose quand même un problème. Et ce problème, je vais essayer de vous le présenter ici. Tenez, tous les sous-secteurs de l'économie du Congo générateur de revenus sont entre les mains de nos frères ou de nos sœurs étrangers. Ce n'est pas pour leur faire injure, mais c'est pour qu'il y ait comme un éveil de conscience, non seulement de la part des Congolais, mais des autorités. C'est pourquoi nous essayons de vous produire cette analyse, fruit de pratiquement 2 ou 3 mois d'enquête. Prenons par exemple le sous-secteur des importations des produits alimentaires. Ce sous-secteur, les Congolais se sont auto-exclus de ce sous-secteur puisqu'il est justement géré par des sujets étrangers. Vous avez là-dedans des Libanais, des Maliens, des Mauritaniens, des Sénégalais et même des Rwandais. Et dans ce sous-secteur, vous verrez que les gens font ce qu'on appelle l'import, ils importent donc ces produits et ils font encore ce qu'on appelle le démigros et même le détail, c'est-à-dire que ce sont eux qui importent tout ce qui est produits alimentaires et qui arrivent dans notre pays. Ce sont eux qui font encore le démigros jusqu'à dans les petites boutiques que nous avons dans les quartiers, pratiquement sur l'ensemble du territoire. Les Congolais ne sont pas dans ce sous-secteur. Se sont auto-exclus. Vous avez un autre sous-secteur, c'est celui des importations des produits vivriers secs. Ça veut dire quoi? Du haricot, l'ail, l'oignon, du cao. Bref, ces produits, si vous constatez très bien, les Congolais là aussi se sont auto-exclus de ce sous-secteur et ce sont des sujets étrangers. Vous avez là des Maliens, des Libanais, des Mauritaniens, des Camerounais qui justement exploitent ou alors se font des revenus à travers ce sous-secteur. Un autre sous-secteur, c'est l'importation des biens alimentaires ou alors, si vous voulez, des produits alimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, par exemple, les produits surgelés, les ailes de poulet, du poisson, bref, tout ce qui contribue à l'alimentation quotidienne des Congolais. Là aussi, c'est un sous-secteur
qui est porté par des sujets étrangers. Vous avez là-dedans des Libanais, des Maliens, des Camerounais. Ce sont eux qui, justement, ont ce sous-secteur entre leurs mains et ça fait que c'est à ce niveau que l'argent tourne. Un autre sous-secteur, c'est celui des banques et assurances. Dans ce sous-secteur, oui, on a deux Congolais, notamment dans le sous-secteur des assurances. Vous avez une société d'assurance AMC qui n'est autre que la propriété des MUCODEX, c'est-à-dire des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit. Oui, on peut dire quand même que c'est mi-privé, n'est-ce pas, institutionnel, mais quand même, c'est une structure, c'est déjà quelque chose. Il y a une autre, c'est les assurances générales du Congo, qui mi-figue, mi-raisin, se portent pas vraiment bien, il faut le dire. Bon, qui sont quand même là, même si elles sont justement soutenues par une espèce de pompe artificielle. Et quand vous arrivez dans ce sous-secteur donc des assurances, vous avez les autres grands acteurs, ce sont des sujets étrangers, c'est-à-dire ce sont eux qui captent l'essentiel du marché. Et vous avez dans le secteur bancaire, aucun privé n'a une banque. Et c'est vrai que l'État a deux banques, c'est-à-dire des banques à capitaux publics. Vous avez la Banque postale du Congo et la Banque congolaise de l'habitat. Mais je vous parle surtout des nationaux. C'est pourquoi je ne m'intéresse pas tellement à ce qui est public. Les autres banques, ce sont des grands groupes. D'ailleurs, vous avez la preuve, puisqu'une banque comme la BGFI, c'est une banque à capitaux privés. Vous avez une autre banque, UBA, c'est une banque à capitaux privés. Vous avez l'autre, c'est Ecobank, c'est une banque à capitaux privés. Vous avez les autres banques marocaines, ce sont des banques à capitaux privés, qu'il s'agisse de la BCI ou alors de Bank of Africa ou alors Crédit du Congo. Ce sont des banques, n'est-ce pas, à capitaux privés étrangers. Les Congolais sont absents de ce sous-secteur. Nous allons dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Là aussi, c'est un sous-secteur qui est entièrement contrôlé par des sujets étrangers. Vous avez là-dedans des Libanais, des Mauritaniens et quelques Maliens. Fini la belle époque où on avait la boulangerie Malonga ou boulangerie croissanterie scellée ou alors la boulangerie pâtisserie auto. Ces structures ont fermé et ceux qui font la pluie et le beau temps dans ce sous-secteur, ce sont ceux que je viens de vous citer. Je n'ai vraiment rien, je le redis encore, rien contre des étrangers qui sont installés chez nous. C'est conforme aux lois de l'Organisation mondiale du commerce. Mais seulement, je vais vous prouver que les Congolais sont absents de ces sous-secteurs ou se sont auto-exclus de ces sous-secteurs. Ça fait que l'économie, de manière générale, est donc contrôlée par, les sous-secteurs sont contrôlés par des acteurs étrangers. Un autre sous-secteur, c'est celui des pièces détachées automobiles. Là aussi, les Congolais aiment des très belles voitures. C'est très bien, ça se voit, mais vers quel vendeur vont-ils lorsqu'ils ont une pièce de voiture à acheter? C'est donc des acteurs étrangers qui contrôlent ces sous-secteurs. Ce sont des Maliens, des Libanais, quelques Sénégalais, mais beaucoup plus des Maliens, ou des Nigérians et des Béninois qui contrôlent ce sous-secteur des pièces détachées de voitures. Un autre sous-secteur, c'est celui de la décoration automobile. Les Congolais aiment le luxe, ils aiment des voitures qui sont bien décorées, ainsi de suite. Mais vous verrez que ce mini sous-secteur, s'il faut l'appeler ici, est aussi contrôlé par des étrangers, des Maliens. Généralement, ce sont eux qui sont actifs dans ce sous-secteur. Un autre sous-secteur, c'est celui des eaux minérales. Eh bien, il n'y a qu'un seul acteur congolais que je connaisse dans ce sous-secteur, c'est Bayo, mais qui, avec des difficultés de logistique, n'arrive vraiment pas à arroser tout le marché. On ne sait pas ce que est devenu l'eau Okissi, qui pour moi était une eau de source, tant appréciée d'ailleurs que je la consommais, mais aujourd'hui, totalement disparue des étagères. Le reste, n'est-ce pas, le marché est donc contrôlé là aussi par des acteurs étrangers. Entre guillemets, même s'il y en a qui ont acquis la nationalité congolaise. Mais je préfère
un peu par là ici et vous allez comprendre pourquoi. L'autre sous-secteur, c'est celui de la distribution des produits pétroliers. Il n'y a qu'un seul Congolais dans ce sous-secteur, c'est Denis Ngokana avec sa société Afrique. C'est encouragé, mais les autres acteurs qui sont dans ce sous-secteur, ce sont des capitaux privés étrangers. J'enlève la SNPC parce que je ne considère pas que c'est une structure privée. Un autre sous-secteur, c'est celui de la téléphonie mobile. Cela va sans dire, ça crève les yeux. Les deux principaux opérateurs qui sont dans notre pays, ce sont des capitaux privés étrangers. Il n'y a aucun Congolais dans ce sous-secteur. Un autre sous-secteur, c'est celui des téléphones et accessoires. C'est-à-dire, quand vous avez besoin d'un téléphone à Brazzaville, vous n'avez pas un Congolais qui est reconnu, qui est dans ce sous-secteur. Que ce soit à Pointe-Noire ou à Brazzaville, ceux qui vendent les téléphones et les accessoires, ce marché reste entièrement écrasé par des sujets maliens, libanais, des Sénégalais, des Mauritaniens un peu et des Camerounais. Vous ne voyez pas des Congolais dans ce sous-secteur. Un autre sous-secteur, c'est celui de la quincaillerie. Là aussi, j'ai cherché pendant mon enquête, je n'ai vraiment pas vu des quincailleries, je parle des vraies quincailleries qui sont gérées par des Congolais. Peut-être des petites choses embryonnaires, mais ce marché aussi est contrôlé par des sujets étrangers. Ce sont des Maliens, ce sont des Sénégalais, des Burkinabés qui sont dans ce sous-secteur. Un autre sous-secteur, c'est celui des BTP, c'est-à-dire les BTP, c'est un secteur, comme on le sait, c'est celui de la construction. On sait très bien que l'État, du fait de ses difficultés, n'a plus vraiment de grands chantiers ou n'en a presque pas du tout. Alors, dans ce sous-secteur, vous avez quand même des particuliers, c'est-à-dire des Congolais qui sont en train de construire des belles maisons que nous voyons dans la ville. Et généralement, la tendance, c'est de construire des maisons à étage, comme on dit, c'est-à-dire des maisons qui sont élevées. Mais là, vous allez remarquer au cours de notre enquête, nous avons pu constater que les Congolais, vraiment, dans une proportion moindre, alors très moindre, sont dans ce sous-secteur, mais généralement, le secteur est écrasé par des étrangers. Vous avez des Coréens du Nord, vous avez des Chinois, vous avez des Libanais, vous avez des Ivoiriens, des Béninois, des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, même des Rwandais, dans ce sous-secteur, n'est-ce pas, du BTP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez dans des chantiers aujourd'hui, vous verrez que les meilleurs techniciens qui opèrent, ce sont, si c'est un vitrier, on vous dira c'est un Béninois. Un électricien, si c'est pas un Camerounais, ça peut être un Sénégalais. Celui qui fait, n'est-ce pas, qui est carreleur, vous verrez que si ce n'est pas un Nord-Coréen, ça peut être un Chinois, ça peut être, je ne sais pas moi, parfois un sujet de la RDC. Et bref, dans ce sous-secteur, j'ai pu constater que les Congolais ne sont vraiment pas assez actifs, donc il est beaucoup plus contrôlé par des sujets étrangers. Un autre sous-secteur, c'est celui de l'hôtellerie. Oui, c'est vrai, les Congolais ont essayé de construire quelques hôtels ici et là, même si souvent, nous avons pu constater que ce n'est pas toujours en corrélation avec les normes, par exemple, internationales, en termes de qualification, d'étoiles sur les hôtels. Chacun construit un hôtel, peut mettre 1, 2, 3 étoiles. Mais bon, ceux qui quand même font des choses et qui sont des grandes enseignes, ce sont des sujets étrangers. D'ailleurs, que l'État lui-même a été obligé de confier ces hôtels à des grandes enseignes, à des grandes marques occidentales. Donc là, vous n'avez vraiment pas assez de Congolais qui ont pu, n'est-ce pas, bâtir de grandes choses, des grands hôtels référencés, ainsi de suite, c'est-à-dire des capitaux privés congolais. Vous n'en avez pas, c'est plutôt des capitaux publics qui ont dû, n'est-ce pas, dans le cadre d'un partenariat, prêter avec les grandes enseignes internationales en matière d'hôtellerie, ce qui signifie donc que cet argent est drainé, si vous voulez, le peu de revenus dans ce sous-secteur est contrôlé par des acteurs étrangers. L'autre sous-secteur, c'est celui de la friperie. Ah oui, la friperie, aujourd'hui, vous le voyez très bien, partout où on passe dans les marchés au Congo, vous voyez qu'on y vend des habits, voilà,
c'est le marché aux puces, c'est des habits, des chaussures, des vêtements de tout genre. Ce sous-secteur est entièrement contrôlé par des sujets étrangers. Vous avez en tête de liste des Libanais, suivis de quelques autres Africains, ça peut être des Béninois, des Camerounais. Bref, même si cela m'a fait de la peine de constater que nos sœurs sont obligées d'aller acheter quelquefois des sous-vêtements, des dames, d'hommes, qu'on va revendre. Il est quand même temps, c'est une parenthèse, que l'État, à un moment donné, cesse de faire entrer au Congo ce que je peux considérer comme poubelle, c'est-à-dire des sous-vêtements d'âme qui ont été portés je ne sais pas par qui ou homme. S'il vous plaît, on n'est pas aussi pauvre au point de porter des choses qui ont déjà été utilisées ailleurs, surtout concernant la lingerie. Mais là, je viens de vous dire, ce sous-secteur est aussi porté par des sujets étrangers. L'autre secteur, c'est celui des vêtements. Des vêtements de qualité ou de qualité moindre, c'est-à-dire que quand vous allez dans les marchés de Potou-Potou ici à Brazzaville, ou bien au marché Vidoulo à Pointe-Noire, bref, les vêtements qui sont vendus généralement au grand marché, vous verrez bien que ce sont des sujets étrangers qui contrôlent aussi ce sous-secteur de vêtements ou alors même des prêt-à-porter. Et pourtant, les Congolais sont reconnus comme des gens qui aiment toujours être bien dans leur mise, mais évidemment, il faut s'en référer à des sujets étrangers ou aller dans leur prêt-à-porter pour acheter des habits. Quelques Congolais, oui, ont ouvert, c'est un réel succès vraiment à long terme, des prêt-à-porter, mais là, de manière générale, au cours de notre enquête, nous avons remarqué que ce sous-secteur est porté par des sujets étrangers. Un autre sous-secteur, c'est celui de la couture. Couture surtout dames. Parce que vous savez très bien que nos dames aiment porter le pain et de manière embryonnaire, il y a quelques Congolaises, quelques Congolais, mais surtout, ce marché est porté par des sujets étrangers. Vous avez des Béninois, des Sénégalais, des Maliens qui sont dans ce sous-secteur. Donc, voilà un tout petit peu. Et un autre sous-secteur, s'il vous plaît, les Congolais, très propres, avec des habits bien repassés, propres, bien nettoyés. Mais demandez-moi qui, justement, lave ou nettoie leurs vestes, leurs chemises, leurs cravates, leurs pantalons, leurs grandes robes. Ben, ce sont des pressings qui sont gérés par des sujets étrangers. Là, vous avez des Maliens, et puis, quelques, il faut le reconnaître, quelques amis de la RDC, quelques aussi sénégalais, mais ce marché est surtout porté, il faut le reconnaître, par des Maliens et j'ai oublié aussi de signaler quelques Burkinabés. Lorsque vous arrivez sur le sous-marché, sous-secteur s'il vous plaît, des supermarchés, c'est-à-dire des supermarchés, je ne fais pas leur publicité, Park and Shop, et tout ce qu'il y a comme supermarché pour ne vraiment pas faire les publicités des grandes surfaces à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Jetez vous-même un coup d'œil, à l'exception de Casino, on le sait, qui est l'un des plus forts de la période de l'indépendance. Eh ben, ce sous-secteur est aussi porté par des sujets étrangers. Vous avez là des Maliens, des Libanais, des Pakistanais, aussi des Indiens. Les Congolais se sont auto-exclus de ce sous-secteur. Et vous avez aussi le secteur des brasseries, le sous-secteur des brasseries, s'il vous plaît. Ce sous-secteur, eh ben, après la fermeture de la limonaderie de François Ozali, qu'on appelait Boissons africaines de Brazzaville, c'est-à-dire la brasserie Boissons africaines de Brazzaville, eh ben, aujourd'hui, ce sont deux structures à capitaux privés, c'est-à-dire deux brasseries à capitaux privés étrangers qui sont les maîtres de ce marché. Si nous prenons aussi le secteur de la mécanique auto, je ne parle pas de la petite mécanique où il faut changer un pneu ou bien arranger des freins ou bien un problème d'embrayage, je parle de la mécanique tenant compte de l'évolution technologique des voitures aujourd'hui, c'est-à-dire des voitures très électroniques. Vous allez remarquer que là-dedans s'installent des Libanais, des Togolais, des Nigérians, des Camerounais, ce sont eux qui occupent, n'est-ce pas, l'essentiel de ce marché. Les Congolais s'auto-excluent également de ce sous-secteur. Un autre sous-secteur, c'est celui de la vente des motos, puisque c'est à la mode aujourd'hui, vous le voyez très bien à Brazzaville comme à Pointe-Noire, et même dans d'autres villes à l'intérieur du Congo, il y a le boom de la
ce qu'on appelle moto-taxi ou taxi-moto comme vous voulez, eh ben, les motos que vous voyez qui circulent pratiquement sur le territoire national, ce sont des sujets étrangers, des Burkinabés, des Maliens, et même des Libanais qui les importent et qui nous les vendent. Mais aussi autre chose, c'est qu'ils sont chargés même des accessoires ou alors de leur réparation. Regardez aussi bien, ce sous-secteur est aussi donc animé par des sujets étrangers. De manière générale, donc, c'est vrai qu'il y a d'autres sous-secteurs. Nous n'avons pas assez de temps pour en parler de long en large, mais vous pouvez le constater que les sous-secteurs de l'économie nationale sont justement gérés par des sujets étrangers. On ne leur fait pas injure, puisque je l'ai dit, ils contribuent à l'essor de notre pays via le renforcement de notre produit intérieur brut, le paiement des impôts et taxes et autres. Mais seulement se pose quand même un problème. Un pays ne peut pas se développer lorsque tous les sous-secteurs de son économie se retrouvent entre les mains des sujets étrangers. Parce que finalement, ça crée un système circulaire un système de rotation monétaire qui tourne autour de ces personnes. Les Congolais sont exclus de ces sous-secteurs et c'est pourquoi vous pouvez constater qu'il y a rareté, n'est-ce pas, de l'argent, de la circulation d'argent dans notre pays, au point où, d'un côté, vous avez les Congolais qui vivent en levant la tête en pensant à l'État, ou alors attendant, pourquoi pas, le retour de la manne pétrolière. Et pourtant, quoi qu'on dise, on est dans une situation où l'État, oui, se trouve dans une situation d'assèchement financier, mais les privés, quand même, réussissent à faire circuler l'argent. Mais sauf que cet argent échappe totalement aux Congolais pour des raisons que je viens d'évoquer. Parce que lorsqu'un étranger se fait du bénéfice au terme de ces transactions financières, parce que le but du commerce, c'est de faire du bénéfice. Il fait du bénéfice, une partie est réservée au réinvestissement, ou alors on peut envisager des investissements sur place ou à l'étranger ou dans un autre pays où les affaires se portent mieux, ça peut être la RDC ou l'Angola. Et une autre partie, évidemment, ça peut constituer une espèce d'épargne. On peut envoyer dans son pays d'origine ou alors on peut commencer à construire, pourquoi pas, à s'engager dans l'immobilier dans son propre pays afin de préparer, pourquoi pas, la retraite ou alors de multiplier ses sources de revenus. Ça fait donc que lorsque l'argent donc est injecté par l'État à travers les fonctionnaires, la paie des fonctionnaires, des retraités ou des bourses ou même de quelques grandes signatures de la commande publique, cet argent est tout de suite happé par les différents sous-secteurs que je viens d'évoquer. Parce que dès que le Congolais a de l'argent, tout de suite, il faut qu'il aille dans la boutique du coin pour acheter certainement ce dont il a besoin, des produits alimentaires. Il faut qu'il aille au marché et ce marché est entièrement contrôlé par des sujets étrangers. Ça fait que cet argent tourne entre ces différents sous-secteurs et le Congolais se retrouve donc exsangue. Tenez, j'ai aussi oublié un autre sous-secteur, c'est celui de la réparation des téléphones. Dans ce sous-secteur, quelques Congolais s'y aventurent, en fait, il est vraiment contrôlé par des sujets étrangers, burkinabés, camerounais, frères de la RDC, ivoiriens. Bref, là aussi, les Congolais se sont donc eux-mêmes exclus de tous ces secteurs. Et je vais revenir pourquoi pour vous montrer quels sont donc les commerces que les Congolais opèrent et pourquoi c'est pour moi des commerces de misère qui ne permettent vraiment pas de joindre les deux bouts ou même de faire du bénéfice. Je reviens dessus tout en reconnaissant que oui, au-delà du business, il y a aussi la possibilité de bien étudier. Et bien étudier, il faut aller dans de bonnes écoles ou dans des bonnes écoles publiques comme privées. C'est pourquoi je vous prie de suivre l'Institut universitaire de Brazzaville qui offre des possibilités de formation à des jeunes Congolais qui veulent bien se former. Nouveau bachelier professionnel d'entreprise pour votre rentrée académique pour une meilleure formation. Choisissez l'Institut universitaire de Brazzaville, IUB.
IUB est une école compétitive et moderne qui propose une formation de qualité. Elle met à votre disposition des masters avec les plus grands professeurs d'Afrique. IUB met à votre disposition des cursus en sciences juridiques, économie et gestion financière, sciences et technologies. Profitez des dernières technologies, d'une connexion Internet haut débit par fibre optique, d'une bibliothèque. IUB, c'est également des formations à la carte, des stages de recyclage et des séminaires. Pour plus d'informations, plus 242 06 515 57 57. Alors, quels sont donc les commerces que les Congolais exercent? Je vais essayer de vous en énumérer quelques-uns. Le Congolais, c'est, par exemple, vente des tumbas. Le tumba, c'est quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est acheter quelques cuisses de poulet ou alors ailes de poulet et de les briser pour les revendre à des clients. Si vous regardez, la marge bénéficiaire, franchement, ne va pas très loin. Il s'agit pour ces vendeuses ou ces vendeurs d'aller acheter un carton de cuisse de poulet qui coûte 15 000 francs, 16 000, et puis de revendre la cuisse à 1000 francs, souvent dans un système rotatif qui ne permet pas d'engranger vraiment des bénéfices. Si vous voyez très bien aussi, lesquels doivent consommer ce que les Congolais proposent, ce sont les Congolais eux-mêmes, parce que généralement, les sujets étrangers ne sont pas vraiment friands de ce genre de produits, pour des raisons diverses. Ce n'est pas qu'ils excluent notre nourriture, mais certains trouvent qu'ils ne veulent pas manger des produits surgelés. Et donc, vous voyez, ce sont des Congolais qui consomment ces produits avec les raisons évoquées tantôt sur leur pouvoir d'achat qui s'est érodé. Il est évident que ces gens ne fassent même pas 3 mois d'existence en termes, n'est-ce pas, de leur tumbas. Un autre commerce que les Congolais pratiquent, c'est aller acheter donc des ballots de friperie pour venir vendre, n'est-ce pas, 400 000 francs le t-shirt, chemise. Encore faudrait-il que ce ballot ait vraiment des vêtements de qualité pour se faire vendre rapidement. Alors là, on est vraiment dans ce que moi j'appelle le commerce de misère. Que vendent encore des Congolais? Il n'est pas étonnant que, en passant devant une parcelle bien clôturée et que vous y voyez notamment vente de bissap, eau glacée, tangawiz. Ah oui, si vous entrez dans cette maison, jetez un coup d'œil dans le congélateur. Un coup d'œil vous permet de savoir que ça ne vaut même pas 10 000 francs tout ce qu'elle vend comme eau, tangawiz et bissap. Donc, c'est encore là des commerces de misère. Que vendent des Congolais? C'est faire des petits sachets de tangawiz, bissap justement, et même des yaourts qu'on met dans un petit seau et on va vendre au boulot. Bon, si vous regardez le seau de notre sœur qui apporte ça pour vendre à tel chef, je ne sais pas, à tel collègue, ça ne représente même pas parfois 10 000 francs CFA. Ce sont pour moi des commerces de misère. Que vendent des Congolais? Ils vont justement acheter auprès des boutiquiers du coin ou alors des grossistes qui sont dans les grands marchés comme à Pointe-Noire ou à Poto-Poto ici à Brazzaville. Il achète un petit paquet de cubes magie, bon, qu'on vient encore parfois découper, ou alors des boîtes de tomates. On ouvre la boîte de tomates, on essaye de faire des petits sachets pour vendre la tomate s'il vous plaît, à 50 francs, 100 francs. Quand vous regardez cela, ce n'est vraiment pas un commerce qui permet de prospérer. Vous regardez aussi nos mamans qui sont, justement, les Congolais sont justement aussi contraints de vendre comme des légumes. Nos mamans qui sont au marché, dans tous les marchés, d'Omagno, à Brazzaville, comme en Pointe-Noire, c'est pour vendre un paquet de légumes à 250, 200. Enfin, souvent j'ai de la peine, et ça je le dis sincèrement, je suis pas riche, mais alors chaque fois que je rencontre une maman qui vend les ndouda, dans des légumes, et que j'ai acheté des légumes pour 1500, si je lui ai donné 2000 francs, je ne demande pas la monnaie, parce que c'est ma manière à moi de l'aider, de la soutenir. C'est vrai que ça n'apporte rien, mais c'est parce qu'à coup d'œil, je me rends compte que ce qu'elle vend ne représente même pas 5000 francs CFA. Et voilà donc, c'est vendre quoi? C'est les makala. Acheter un sac de charbon, je ne sais pas, à 5000, 6000, bon, et puis on le revend, on fait des petits tas, des petits seaux. C'est pas vraiment des commerces qui permettent aux gens de sortir de la pauvreté. Ce sont pour moi plutôt des
commerces qui font que vous soyez maintenu dans la pauvreté. C'est encore quoi le commerce des Congolais? C'est faire, par exemple, une cave, un ganda. Ganda, c'est quoi? C'est une espèce de buvette ou alors un petit bar. Et dans cette cave, souvent, c'est des petites boissons qu'on allait acheter à poto-poto, frelaté ou pas. On essaie de revendre avec aussi les difficultés qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'assèchement financier au Congo. Eh ben, vous comprenez très bien que ces sœurs, ce frère n'ont vraiment pas de bénéfices à engranger. Que fait encore le Congolais? Le Congolais, c'est qu'il préfère être, par exemple, taximan. Taximan, j'ai oublié de citer aussi, n'est-ce pas, dans dans ce que les sous-secteurs occupés par des étrangers, vous avez par exemple le transport interurbain. Dans le transport interurbain, vous avez là quelques Congolais, oui, mais pas vraiment avec une logistique adéquate comparativement à une société qui domine le marché comme Océan du Nord, qui est justement une société détenue par un sujet étranger. Là, vous voyez très bien que quelques Congolais, quand vous regardez leur logistique, ça tourne autour de 6, 5, 10 bus, tandis qu'Océan du Nord vous présente pratiquement une centaine de bus, sinon on me disait qu'ils en ont commandé même 200. Donc vous voyez que là aussi, les Congolais sont absents de ces sous-secteurs. Et que fait encore le Congolais? C'est donc faire, par exemple, le taxi. Même là, dans certaines villes, une ville comme Pointe-Noire, j'ai ouï dire que quelquefois aussi, il y a maintenant beaucoup d'étrangers, des sujets, par exemple, béninois, qui sont au volant de la voiture plus actifs. Les Congolais, bon, ce n'est pas vraiment, comme on dit, des commerces rentables. Et le Congolais, donc, se retrouve, si vous voulez, dans ce mini-commerce, pour moi, très informel, qui ne rapporte pas grand-chose. Ça fait qu'il est exclu des sous-secteurs générateurs de revenus qui est plus rentable et se trouve donc plutôt dans des sous-secteurs qui ne procurent vraiment pas des bénéfices. Alors, c'est pour moi l'une des raisons qui fait que on constate de plus en plus au Congo une pauvreté. Et je prends les chiffres de la Banque mondiale parce que ça peut donner l'impression que oui, chaque Congolais ou alors a pratiquement 2482 dollars en termes de produits intérieurs bruts. Je dis, ces chiffres, c'est sur le papier, mais la réalité est que ceux qui sont dans les sous-secteurs générateurs de revenus, même j'ai oublié de citer le secteur de la cimenterie, qui est aussi contrôlé par des sujets étrangers, ça fait que le Congolais, étant donc absent de ces sous-secteurs qui génèrent justement d'importants bénéfices, d'importants revenus, eh ben, est obligé de vivre très difficilement. Parce que c'est pourquoi on constate d'ailleurs, vous verrez de temps en temps aujourd'hui, les gens tendent toujours la main à ceux qui peuvent en avoir plus dans les quartiers, à ceux qui peuvent en avoir plus dans une église, à ceux qui peuvent en avoir plus dans la famille, à ceux qui peuvent en avoir plus dans les sphères politiques, tout simplement pour des raisons que je viens d'évoquer. Et le Congo ne peut pas se développer si vraiment la réflexion que je suis en train, n'est-ce pas, de produire n'est pas affinée, n'est pas approfondie dans les hautes sphères publiques. On peut se dire que oui, d'une part, la politique aussi a fait que le Congolais ne soit pas quelqu'un quelqu'un qui est animé de la bonne intention de savoir se débrouiller, puisque vous le savez très bien, Brazzaville a été la capitale de l'Afrique équatoriale française. Et donc, le Congolais, c'était le fonctionnaire. C'est lui qui est toujours en veste cravate et on sait bien que le Tchadien, c'était l'officier Sarah chargé, n'est-ce pas, de chicoter, permettez entre guillemets, ceux qui étaient des récalcitrants. Bon, cela s'est perpétué, mais il y a aussi ce passé quand même, il faut le reconnaître, à l'époque du marxisme et l'hellénisme, qui a aussi généré une certaine pensée chez les gens en disant être bourgeois, c'est être un impérialiste. Alors, mais ces temps sont pour moi révolus. La nouvelle génération devrait se remettre en cause. Les nouveaux dirigeants, parce que ceux qui sont là, le président de la République utilise quand même des jeunes très compétents. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de chercher à inverser la tendance? Parce que si on n'inverse pas la tendance, quels que soient les milliards que le Congo peut avoir dans l'exploitation de ses ressources pétrolières, minières, c'est-à-dire les mines solides et liquides, je vous en prie,
il n'y aura pas d'amélioration au bout de quelques temps et chaque fois que l'État n'aura pas de moyens, il y aura une forte demande sociale. Ce sera un casse-tête chinois, donc s'il vous plaît, un casse-tête congolais pour les autorités. Il faut absolument qu'on puisse infléchir la courbe afin que les Congolais soient insérés dans des secteurs générateurs des revenus et des bénéfices plus importants. Un pays comme le Nigeria l'a expérimenté sous Basanjo et c'est comme ça qu'on a vu éclore les Tony et Melemou, les Dangote. Un pays comme le Cameroun, si vous y arrivez, ou bien au Burkina ou en Côte d'Ivoire, on a essayé d'inverser cette tendance. Vous verrez qu'il y a des privés qui ont des banques. Au Cameroun, des privés ont des banques. Les privés ont des supermarchés au Burkina, comme en Côte d'Ivoire. Je parle des privés, c'est-à-dire ivoiriens, camerounais, burkinabés, béninois, sénégalais. Il s'agit vraiment de le faire. Si les Congolais ne se servent pas dans ces différents sous-secteurs, eh ben, je crois qu'on revivra toujours la même situation que celle que nous vivons aujourd'hui, avec une demande sociale très forte. Et le problème, c'est que c'est au finish les dirigeants qui vont payer la facture. Parce que ventre affamé n'ayant point d'oreille, les gens ne comprendront pas que les sous-secteurs de notre économie sont justement tenus par des sujets étrangers qui captent facilement tout ce que l'État injecte comme liquidité sur l'espace public monétaire. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre page Alphonse Ndongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.